Madame Le Pen, justement, avait décidé de fêter ce qu'elle appelait la victoire du 9 juin 2024, la victoire du RN, et elle avait invité à venir dans le Loiret, dans un petit village du Loiret, les différents dirigeants des partis politiques et de différents pays qui participent au groupe des eurodéputés dans lequel appartient le RN. Alors, je crois que c'est très important là aussi que vous compreniez ce qui est en train de se passer. Regardez cette brochette qui a eu lieu. On voit donc Madame Le Pen et Monsieur Bardella donc ont convié les partenaires qui sont au sein de leur groupe. Alors déjà, je voudrais dire un point, c'est le nom du groupe. Ce groupe s'appelait Identité et démocratie dans la mandature précédente du Parlement européen. Et cette fois-ci, ils ont décidé d'en changer le nom collectivement, sur une suggestion d'ailleurs de Viktor Orban, le Hongrois. Et maintenant, ça s'appelle Patriots. Normalement, en anglais, c'est sans E, en français avec un E. Patriots.eu. Alors, ça mérite quand même qu'on s'y arrête. Parce que identité et démocratie, il y avait le mot identité. Maintenant, il est question de patriote.eu, en utilisant le suffixe .eu que l'on trouve notamment sur Internet, qui s'oppose. Ce suffixe a été créé pour s'opposer aux nations. C'est pas, vous savez que normalement, vous avez des adresses en .com ou .fr, par exemple, pour ce qui concerne la France. Eh bien là, .eu, ça veut dire qu'on se reconnaît dans l'Union européenne. Alors déjà, c'est un changement sémantique très très important. Et ça donne à penser que l'on peut être patriote européen. C'est d'ailleurs l'objectif. En fait, c'est exactement ce que dit Michel Barnier, qui justement se proclame patriote européen. Donc en fait, Madame Le Pen, Monsieur Bardella, sans l'avoir bien expliqué aux Français, n'appartiennent plus au groupe Identité et Démocratie, ils appartiennent maintenant au groupe Patriote européen. Ça veut donc dire que la France, on ne sait plus très bien ce que c'est qu'être patriote français, en fait, dans cette histoire. Deuxièmement, ce groupe patriote européen a été créé sur une instigation de Viktor Orban, et c'est M. Bardella qui actuellement est le président de ce groupe au Parlement européen. Il ne préside pas le groupe du RN. Ça, c'est M. Garot, qui est un eurodéputé du RN. M. Bardella a la position éminente de présider ce groupe patriotes européens. C'est assez normal d'ailleurs, parce que le RN a eu le plus grand nombre de députés. Et donc, dans ce groupe patriotes européens, le RN nous explique qu'il y a 14 pays et 16 partis politiques qui sont représentés. Regardez sur la plaquette que le RN a publiée à l'occasion de cet événement. Madame Le Pen et M. Bardella nous expliquent, voilà la liste des membres, des partis politiques et des pays représentés. Vous l'avez sous les yeux. Cette alliance européenne réunit aujourd'hui 16 partis politiques issus de 14 pays, le Rassemblement national pour la France, Fidesz pour la Hongrie, Vox pour l'Espagne, le PVV, c'est le Parti de la Liberté pour les Pays-Bas, la Lega pour l'Italie, Anno 2011 et Motoriste et Prisa pour la République tchèque, donc il y a 3 partis pour un seul pays, pour la Tchéquie, le Vlaams-Belang pour la Flandre. Notez d'ailleurs au passage que ils parlent de la Flandre et non pas de la Belgique, donc comme s'ils actaient déjà l'explosion de la Belgique. Par ailleurs, le FPE, c'est le fameux parti autrichien, le parti d'extrême droite. Ruch Narodowy, qui est le parti de la Pologne. Czega pour le Portugal. Le Dansk Folkeparti, le parti du peuple danois pour le Danemark. Latvia First pour la Lettonie. Foni Logikis, ça veut dire les paroles de bon sens, c'est le nom du parti qui est le parti grec. Et EKRE pour l'Estonie. Alors, si vous regardez cette liste et que vous regardez la photo que je vous présente, vous notez déjà eh bien, que parmi les invités, il n'y a en fait que 9 pays représentés. Il y a, à part la France, il y a la République tchèque, la Hongrie, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Pologne, l'Estonie et la Belgique, plus exactement la Flandre. Ça veut dire que sur les 14 pays, il y en a 5 qui ne se sont pas fait représenter, c'est-à-dire les Pays-Bas. M. Geert Wilders n'est pas venu et n'a pas jugé bon, semble-t-il, d'envoyer quelqu'un. Même chose pour le FPE autrichien. Même chose pour Czega, le parti portugais. Même chose pour le parti danois. Même chose pour le parti letton. Alors déjà, je trouve ça assez curieux, parce qu'en fait, ça devait être la grande fête, si j'ai bien compris, parce que ce qui se cache derrière, c'est de montrer qu'on va pouvoir changer l'Europe, parce qu'on est très fort, on s'unit.
Ben, manque de peau, il y a 14 États sur 27, donc déjà ça veut dire qu'il y en a 13 États qui ne font pas partie du groupe. Donc déjà c'est mort pour changer l'Union européenne, puisque je rappelle que tous les grands changements se font à l'unanimité. Hein. Donc encore une fois, tout ça c'est de la poudre aux yeux, c'est pour montrer une unité factice, comme si même ces 14 pays pouvaient changer quoi que ce soit. Mais deuxièmement, même sur les 14, il y en a quand même 5 qui n'étaient pas présents et qui ne se sont pas fait représenter. Il y en a qui se sont fait représenter par un des membres du parti, un des vice-présidents, ce qui n'est pas le cas de ces 5 pays. Ça, c'est le premier point. Donc, en termes de présentation, là aussi, c'est un petit peu embarrassant. Mais ce qui est intéressant également, c'est de regarder la brochette des gens qui y sont présentés. Parce que Mme Le Pen et M. Bardella, qui sont tous les deux sur cette photo, vous pouvez être certain, mais alors sûr et certain, que toutes les officines de désinformation, que toutes les officines qui travaillent pour Édouard Philippe, que ce soit LCI, que ce soit BFM TV, que ce soit Libération, que ce soit Le Monde, etc., Mediapart, ils sont tous en train de décortiquer ça pour 2027. C'est-à-dire qu'ils vont montrer ensuite aux Français, après avoir fait mousser le RN, jusqu'à ce que le RN passe le premier tour, c'est ça l'objectif, entre le premier et le second tour, tac, ils ressortiront cette photo et ils commenteront les gens avec lesquels M. Bardella et Mme Le Pen fricotent. Pour appeler, évidemment, à un nouveau barrage, de nouveau, à la castorisation des Français, des électeurs, entre le premier et le deuxième tour de 2027. C'est pour ça que ça, c'est très très important, hein, ce que je vous montre là. Ça montre que le RN a partie prenante avec l'ensemble des opérations. Parce que je peux vous dire que moi, personnellement, j'aurais refusé d'être à côté d'un certain nombre des personnes qui sont ici en photo. On va d'ailleurs les passer en revue, si vous voulez bien, parce que les Français, on ne leur explique pas. En revanche, entre le premier et le deuxième tour de 2027, on va vous les ressortir, ceux-là. Alors, on regarde, si vous voulez bien. Premièrement, Monsieur Andrej Babiš, qui est tchèque. Alors lui, c'est un multimilliardaire. Il a été président du gouvernement de la République tchèque pendant 5 ans. Il ne l'est plus, il n'est plus que député désormais. Mais enfin, il a été un personnage haut en couleur et particulièrement controversé, comme on dit. Il y a de quoi. Il y a de quoi parce que ce monsieur a non seulement tenu des propos à l'emporte-pièce, mais il a été sous le coup d'un certain nombre de véritables soucis. Il a été poursuivi par l'OLAF, c'est-à-dire l'organisme contre la corruption et les détournements de fonds européens. Il avait notamment eu 50 millions d'euros qui étaient disparus dans un truc qui s'appelait le nid de cigogne, qui était une espèce de complexe vaguement commercial ou agricole, je ne sais plus très bien. Eh bien, dans ce nid de cigogne, en fait, c'était un nid de vipère, semble-t-il, et donc il y a eu des détournements de fonds. Évidemment, c'est pas le RN ni Mme Le Pen qui vont s'en scandaliser, puisque Mme Le Pen a été condamnée justement pour détournement de fonds européens. Bon, mais enfin, M. Babiš aussi. Il a fait l'objet de ces investigations. C'est pas tout. Il a fait des scandales à n'en plus finir. Il a eu le faux enlèvement de son fils. Il a fait des déclarations en allant dans un camp de concentration qui s'appelle le camp de Lety, du temps de la Seconde Guerre mondiale, installé en République tchèque, où étaient concentrés des Roms, c'est-à-dire des tziganes. Et donc là, il a fait des déclarations du dit non, c'était pas un camp de concentration, c'était simplement un camp de travail. Donc ça a fait évidemment le tollé que vous imaginez. Par ailleurs, ce monsieur a des intérêts, des conflits d'intérêts très importants. Il avait des liens financiers, semble-t-il, avec le président tchèque. Il y a des choses pas du tout claires dans ses affaires personnelles. Et cerise sur le gâteau, son nom faisait partie des Pandora Papers, vous savez, le scandale qui avait eu lieu sur toutes ces fortunes qui étaient placées dans des paradis fiscaux pour y cacher de l'argent ne sentant pas forcément très bon. Voilà qui est sur la photo directement à côté de M. Bardella. Ça, c'est cadeau pour Libération, Mediapart, Le Monde, c'est cadeau pour tous les médias qui, entre le premier et le deuxième tour, feront ça. Ensuite, il y a Viktor Orban. Alors Viktor Orban, vous le connaissez, on ne le présente plus. C'est le Premier ministre hongrois qui paraît inamovible, qui a eu des positions de temps en temps courageuses, il faut le reconnaître, mais c'est un courage quand même à géométrie très variable. Parce que, en définitive, l'objectif de Viktor Orban, ça n'est pas de sortir du tout de l'Union européenne, c'est de faire monter les enchères pour récupérer le maximum de pognon. Voilà. C'est une vision très particulière, évidemment, de l'intérêt national. Alors, par exemple, vous vous rappelez, la Hongrie fait partie de l'OTAN. Il avait fait savoir qu'il allait mettre son veto, puisqu'il faut que ça soit adopté à l'unanimité, contre l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Et puis, jusqu'au moment où l'Union européenne
a largué, je ne sais plus combien, une dizaine de milliards d'euros de subventions qui avaient été retenues, qui n'avaient pas été données à la Hongrie à cause justement de déclarations à l'emporte-pièce de M. Orban. Donc en fait, je suis désolé, c'est de la prostitution. Voilà. Donc finalement, il avait levé le veto contre l'entrée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN. Et puis, M. Viktor Orban s'est fait une spécialité d'apparaître comme étant pour la paix et comme étant un soutien de la Russie. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est présenté. C'est d'ailleurs, si vous lisez la notice Wikipédia du groupe Patriote européen, c'était l'une des raisons, paraît-il, pour lesquelles M. Orban avait créé ce groupe, c'était justement d'avoir un soutien à la Russie. C'était présenté comme cela. En pratique, Monsieur Orban, désolé de le dire, mais là aussi il a tourné kazakh, puisque très récemment il a donné un entretien à Darius Rojbin, ce journaliste d'origine irano-helvétique, et qui maintenant sévit sur les ondes françaises et pour porter la parole de l'oligarchie euro-atlantiste. Il est très spécialisé sur cette question, bien entendu. Il est en permanence en train de ressasser le narratif otanien contre la Russie pour soutenir l'Ukraine. Eh bien, M. Rojbin a interrogé donc Viktor Orban, et regardez, sur la question de l'Ukraine et de la Russie, écoutez bien ce qu'a expliqué Viktor Orban. Regardez. Commençons d'abord par les événements guerriers, si vous le voulez bien. Les bombardements en Russie, en Ukraine. Y voyez-vous le risque d'une guerre générale en Europe ? Non. Pourquoi ? Parce que les Russes sont trop faibles pour cela. Ils ne sont même pas capables de vaincre l'Ukraine, donc ils sont incapables de vraiment attaquer l'OTAN. Alors pourquoi refuser que l'Ukraine se défende ? L'Ukraine est un pays souverain, tout autant que vous. Vous semblez vouloir lui refuser le droit de se défendre. L'Ukraine a tout son droit de se défendre. D'ailleurs, elle le fait de manière héroïque. Bon, voilà. Moi, j'en étais resté au fait que Viktor Orban était plutôt du côté russe et en tout cas voulait arrêter la guerre et arrêter d'envoyer des subventions à l'Ukraine. On apprend quoi ? On apprend que Viktor Orban reprend à son compte le bobard euro-atlantiste selon lequel la Russie serait extrêmement faible militairement. Et il utilise cet argument, c'est incroyable. Il utilise que la Russie n'est même pas capable de battre l'Ukraine, il ne peut pas se battre contre l'OTAN, mais c'est vraiment se moquer du monde. L'Ukraine n'est qu'un proxy. La Russie se bat contre l'OTAN en ce moment. Il y a une coalition de 31 pays qui soutient l'Ukraine contre l'autre. S'il n'y avait pas l'OTAN derrière Zelensky, ça serait terminé depuis belle lurette, l'affaire de la guerre en Ukraine. Donc pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Et après, il est là en disant, voilà, il faut soutenir le peuple ukrainien. Ah, excusez-moi, mais des gens qui ont cette fiabilité, c'est vraiment zéro. En attendant, vous noterez que M. Orban a donc à son tour épousé le narratif pro-Zelensky et anti-russe du groupe Patriote européen, tout comme d'ailleurs M. Bardella. Ensuite, à droite, il y a maintenant M. Matteo Salvini. Alors Matteo Salvini, qui était à la tête de la Ligue du Nord, qui est l'extrême droite italienne, qui fait partie de la Lega. La Lega qui fait partie de la coalition gouvernementale derrière Meloni, mais je précise, je rappelle quand même, que la Lega et M. Salvini ne font pas partie du parti de Mme Meloni. Le parti de Mme Meloni s'appelle Fratelli d'Italia, frère d'Italie, et son parti politique au Parlement européen italien ne fait pas partie du groupe Patriote européen. Le groupe de Mme Meloni fait partie d'un autre groupe qui est conservateur et réformiste européen. Monsieur Salvini est sur le déclin, en fait. Son heure est un peu passée. Et donc, je ne vais pas parler de Salvini. En gros, tout le monde le connaît. C'est pas quelqu'un sur lequel je souhaite attirer particulièrement votre attention. Je préfère attirer votre attention sur des personnalités moins connues, notamment Monsieur Santiago Abascal, l'Espagnol, qui est à la tête du parti qui s'appelle Vox, qui est un parti, c'est un peu l'équivalent du Rassemblement national, mais plus exactement, il ressemblerait davantage au parti de Zemmour, Reconquête, puisque c'est quand même un parti qui est très anti-musulman, très anti-immigration, mais c'est aussi un parti qui cultive des nostalgies franquistes, à la limite comme M. Zemmour, dont je rappelle qu'à plusieurs reprises, il a même été condamné pour cela. M. Zemmour a tenu des propos plutôt favorables à Pétain, en disant que Pétain avait sauvé des Juifs, et ci et ça. Donc on est un petit peu dans la même mouvance, c'est-à-dire
dire que M. Abascal, il a tenu des propos qui, sur le fond, que l'on peut discuter d'ailleurs, mais qui sont un peu provocateurs. Il ne parle pas de féminisme, par exemple, mais il se bat contre le féminazisme. C'est comme ça qu'il appelle les mouvements féministes. Donc, et disons qu'il pousse le bouchon un petit peu loin. Il ne donne pas toujours dans la dentelle. À sa droite, vous trouvez Madame Aphroditi Latinopoulou, qui est une responsable politique grecque à la tête d'un parti dont elle a pris la tête et dont elle a changé le nom pour l'appeler maintenant donc la Voix de la Raison. Alors Madame Aphroditi Latinopoulou, elle a deux éléments qui font tout son charme. D'abord, elle s'appelle Aphrodite. Or, Aphrodite, c'est quand même la déesse de la beauté et de l'amour en Grèce, dans la mythologie grecque. Et en plus de ça, elle est extrêmement jolie. Elle a 34 ans. C'est une très très belle femme, ce qui ne passe sans doute pas pour rien dans ses scores électoraux, mais qui sont quand même très faibles, puisque elle faisait 0,40% des suffrages en 2023. Et pour les européennes, comme elle a eu une meilleure exposition médiatique, elle a eu 3% des suffrages, ce qui lui a permis à elle, parce que la loi en Grèce est différente d'en France, à au-dessus de 3%, vous avez un député au Parlement européen, donc elle a été députée au Parlement européen. Bon, c'est un parti qui est un parti très faible, qui reste faible sur la scène politique grecque, mais qui est un parti tout à fait comparable au RN. C'est un parti qui a pour l'instant un peu évité les scandales, mais qui met quand même plus à droite que le RN. Elle demande le rétablissement de la peine de mort pour les crimes particulièrement horribles. Pour le reste, elle est atlantiste, elle est très anti-islam, mais elle est atlantiste, elle est très pro-israélienne, voilà, ça c'est cette personne. Ensuite, à droite, vous avez monsieur Christophe Bosac. Alors, je précise que je ne connais pas toutes ces langues, donc peut-être que je prononce mal la façon dont je le prononce à la française. Alors, Christophe Bosac, c'est quelqu'un qui a 42 ans, qui est le vice-président de la Diète polonaise, et qui est donc lui, c'est quelqu'un de relativement important, et qui est le vice-président du mouvement national polonais. C'est vraiment l'équivalent de Rassemblement national. Ruch Narodowy, ça se dit en polonais. Le président n'est pas venu, mais il s'est fait représenter par son vice-président. C'est pour ça qu'il n'est pas compréhensible que M. Gerd Wilders ne soit pas fait représenter, à part s'il n'était pas disponible personnellement. Et idem pour les Danois, idem pour les Portugais, etc., comme je le disais tout à l'heure. Alors lui, c'est un mouvement de tradition catholique, favorable aux familles, qui est à tendance nationaliste. Pas grand-chose à en dire, si ce n'est que, comme tous les autres auparavant, j'ai oublié de le préciser, il veut rester dans l'Union européenne. Ça, c'est très important, c'est de voir que tous ces patriotes européens veulent rester dans l'Union européenne. Alors, il reste deux personnes pour terminer le tour de table, si l'on peut dire. Donc, vous avez Martin Helme. Martin Helme, il est estonien. Il est le président du Parti populaire conservateur estonien. C'est un parti qui est homophobe, c'est un parti qui est très très à droite. Mais il y a un point commun avec le Rassemblement national, c'est que, en fait, il s'appelle Martin Helme et le président précédent de ce parti s'appelait Mart Helme et c'était son père. Voilà. Donc c'est une dynastie. Notez bien ça, la dynastie des Helme. HELME, ils sont présidents de père en fille. C'est exactement comme le Rassemblement national, où vous avez la dynastie Le Pen. Alors ça doit les rapprocher, donc c'est un parti qui est fondé sur le népotisme. Et puis le dernier invité, c'est M. Tom van Grieken, comme vous le voyez, qui est du Vlaams Belang, c'est-à-dire du parti flamand. Il représente la Flandre. D'ailleurs, je trouve assez étonnant que sur ces invités, il n'y ait pas marqué le drapeau de la Belgique, c'est le drapeau de la Flandre. Monsieur Van Grieken, il est le président du Vlaams Belang, parti d'extrême droite. Il a 38 ans et il est le président de ce parti depuis plus de 10 ans. Donc il avait commencé, vous voyez, c'est un peu le Bardella de l'étape. Il avait commencé à 28 ans. Voilà. Alors le parti Vlaams Belang, c'est un parti, j'allais dire, un peu classique, voilà, et qui s'est illustré. Il a fait un petit peu du Damien Rigueux ou du Jean Messia de l'étape. Il s'était illustré pour aller à la sortie d'école où il y avait des musulmans, faire une espèce d'apéro saucisse avec des brochettes de porc, des saucisses de porc, enfin, etc. Voilà. Alors lui, c'est un parti populaire qui est un parti très, très à droite. Et puis voilà. Alors, cette brochette, puisque je parle de brochette, justement, c'est le cas, on reprend un petit peu maintenant tout ce que je viens de vous dire. Pourquoi je vous ai montré tout ça? D'abord parce que les Français, personne ne leur dit jamais quelles sont les affinités, les alliances que nous, les partis politiques français, avec d'autres partis, notamment dans le cadre européen. Or, il faut savoir que la scène politique française est complètement éclatée, d'ailleurs, au Parlement européen.
et que les mouvements d'extrême droite, comme c'est présenté dans les grands médias, qui ne sont pas toujours d'extrême droite d'ailleurs, loin de là, mais qui sont en général conservateurs, libéraux en matière économique, à part le Rassemblement national, et qui sont tous en fait atlantistes et pro-Ukraine et pour le fait de rester dans l'UE tout en la critiquant. En fait, il y a trois groupes de cette nature au Parlement européen. Il y a le groupe Europe des nations souveraines, dans lequel figure notamment Alternative für Deutschland pour l'Allemagne, et dans lequel figure Madame Sarah Knafo pour Reconquête, mais dans lequel ne participe pas le RN. Donc Europe des nations souveraines, c'est un premier groupe. Il y a un deuxième groupe qui s'appelle Conservateurs et réformistes européens. C'est le deuxième groupe qui recueille des partis dits d'extrême droite. Et donc, dans ce groupe, il y a notamment le parti de Madame Meloni, Fratelli d'Italia. Mais il y a également Madame Maréchal et les trois autres députés européens français qui s'étaient fait élire sur la liste Reconquête avec Madame Knafo. Mais qui, vous savez, Madame Marion Maréchal a planté un coup de poignard dans le dos de Zemmour quelques heures après les élections. Et donc, ils ont conservé leur poste. Ils ont créé un nouveau groupe français qui s'appelle Identité Liberté. Et eux, ils appartiennent à ce groupe des conservateurs et réformistes européens. Et puis enfin, il y a le groupe dont je viens de parler, les Patriotes pour l'Europe, les Patriotes européens, auxquels appartient le Rassemblement national. Alors, pour que vous ayez une bonne compréhension des choses, sur les 720 parlementaires, le groupe patriote européen du Rassemblement national compte 85 députés sur 720, c'est-à-dire à peu près 11,5% des députés. Le groupe conservateur et réformistes européens auquel appartient Marion Maréchal et Madame Meloni, eux, c'est 80 députés, c'est-à-dire 11,2% des suffrages. Et enfin, le groupe Europe des nations souveraines, auquel appartient Madame Sarah Knafo, notamment, eh bien, c'est 27 députés, donc c'est le petit pousset. Voilà. Donc déjà, il faut quand même que les Français le sachent, c'est que toute cette scène est éclatée au niveau européen. Hein, donc c'est important à comprendre. Deuxièmement, s'agissant des patriotes européens, comme son nom l'indique, et comme je vous l'avais vu dans la brochette que je viens de vous montrer, en fait, eh bien, ils sont tous... leur point commun, c'est en règle générale d'être une hostilité à l'immigration, c'est même le cas systématique, très régulièrement très hostile à l'islam, ce qui n'est moins vrai du Rassemblement national, puis également souvent adeptes de provocation, et puis également qui sont pour une autre Europe, mais qui refusent de sortir de l'Union européenne. Voilà. C'est exactement d'ailleurs la même chose pour le groupe conservateur et réformistes européens qui, eux, sont tout à fait pour rester dans l'Europe, comme Madame Meloni et comme Madame Marion Maréchal. Enfin, le dernier groupe, Europe des nations souveraines, qui est le petit pousset, eh bien, eux aussi veulent rester dans l'Union européenne. Voilà. Alors, je voudrais conclure cette vidéo en rappelant ce que nous avions dit. Il faut comparer la profession de foi de M. Bardella, que j'ai commenté au début de cette vidéo, avec ce que nous disions. Et regardez ce que nous disions il y a un an, jour pour jour, dans notre profession de foi. C'était la liste Asselineau-Frexit pour le pouvoir d'achat et pour la paix. Et dès le préambule, regardez, faites la comparaison. Nous disions, à la différence des autres partis, l'UPR ne vous raconte pas d'histoire. Depuis 17 ans, François Asselineau et l'UPR expliquent que l'UE n'est pas modifiable et qu'elle plonge la France dans le désastre. On ne sauvera pas notre pays avec des promesses sans cesse démenties d'autres Europes et les postures médiatiques de politiciens incompétents, corrompus ou tenus. Petit 1, l'UE nous soumet à une dictature antisociale, il faut sortir de l'Union européenne. Petit 2, l'euro fait péricliter notre industrie et exploser notre dette, il faut sortir de l'euro. Petit 3, l'OTAN entraîne la France vers la Troisième Guerre mondiale, il faut sortir de l'OTAN. Si la liste Asselineau-Frexit obtient des eurodéputés le 9 juin, ils n'auront bien sûr pas plus de pouvoir que les autres. Mais ils pourront imposer le débat sur le Frexit au sein même du Parlement européen et devant l'opinion publique française. Vous voyez la différence entre ce que nous disons, nous, et ce que disent les autres, et notamment si vous faites la comparaison avec la profession de foi de Mme Le Pen et Bardella pour le RN. C'est que nous, là, je peux contresigner exactement la même chose aujourd'hui. Nous avons dit la vérité, on ne dit pas aux Français qu'on va faire mondes et merveilles. On leur montre la vérité. Et si vous tourniez notre page, si vous regardiez la deuxième page, le verso de cette profession de foi, qu'est-ce que vous voyez? On voyait que tous ceux qui promettent une autre Europe vous mentent. Quel est le poids politique réel des eurodéputés français? 11,25% avec 81 députés sur 720, je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Les eurodéputés peuvent-ils changer l'Europe? C'était l'explication que non. Quel est le pouvoir réel des eurodéputés? Des 720 eurodéputés,
Eh bien, nous expliquions là aussi et que, en réalité, ce pouvoir était faible. Et on terminait en disant, attention, désobéir au traité comme certains le préconisent, n'est de toute façon pas à la portée des eurodéputés. Seul un gouvernement pourrait s'y hasarder. Mais cette velléité serait tout de suite contrée par la Banque centrale européenne qui menacerait la France de laisser exploser les taux d'intérêt sur sa dette publique en ne rachetant pas les obligations assimilées du Trésor. Deuxièmement, par la Cour de justice de l'Union européenne qui déclencherait aussitôt les procédures conduisant à des sanctions financières dissuasives contre la France. Et on terminait en disant, la liste Asselineau-Frexit ne prend que des engagements qu'elle pourra tenir. Nos députés justifieront la nécessité du Frexit en s'engageant notamment jour après jour contre la guerre. Ils s'opposeront au financement d'une guerre folle contre la Russie, à la politique des sanctions stupides, à la violation permanente du droit, contre la corruption. Nos députés ne seront ni lâches ni fainéants. Ils éplucheront les dossiers avec professionnalisme et intransigeance pour démasquer la corruption et les abus de pouvoir. Ils mettront par exemple tout en œuvre pour clarifier et porter devant la justice le contrat de 41 milliards d'euros entre la présidente de la Commission européenne et le PDG de Pfizer. Contre les élargissements délirants de l'UE, nous refuserons l'élargissement de l'Union européenne aux 9 États candidats dont l'Ukraine, l'Albanie et la Géorgie. Plutôt que de verser des milliards d'euros via l'UE à des pays gangrénés par les trafics, les crimes et les mafias et qui sont en dehors de notre zone d'influence traditionnelle, nous dirons que le gouvernement français doit consacrer ces sommes à réparer notre pays qui part en lambeaux. Contre l'immigration de masse planifiée par l'UE, l'UE a planifié un afflux massif sur son territoire de 4 millions de migrants légaux par an, équivalent à l'ajout d'une population française tous les 17 ans. Ces nouveaux venus peuvent s'implanter partout dans l'UE, notamment en France. Nos eurodéputés combattront cette politique insensée. Et donc je conclurai par cette déclaration de Madame Le Pen, c'était il y a quelques heures, contre Emmanuel Macron, qu'elle accuse de ne rien faire, parce qu'elle n'a pas tort d'ailleurs là-dessus. Mais elle a dit très exactement ceci, vous le voyez. Elle a parlé de Macron en disant « il s'enferre dans l'aveuglement ». Elle a accusé Macron d'inaction contre l'immigration irrégulière après que Macron l'a attaqué sur sa surenchère sécuritaire. Alors ça, c'est très très important. Hein. Les mots sont super importants. Madame Le Pen, maintenant, part en guerre contre l'immigration irrégulière. Comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est comme Madame Meloni. Hein. Madame Meloni, elle a chassé les migrants illégaux. Le nombre de migrants illégaux arrivant en Italie a baissé des 2/3. Mais comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, et Madame Meloni, elle a régularisé à tour de bras et a donc augmenté le nombre de migrants légaux plus que le nombre de migrants illégaux diminué. Lorsque Madame Le Pen s'en prend maintenant à l'immigration illégale, ça veut dire qu'en fait, le sous-entendu, c'est qu'elle ne s'attaque plus à l'immigration légale. C'est d'ailleurs parfaitement cohérent, puisqu'elle veut rester dans l'Union européenne et dans la politique migratoire de l'Union européenne et qu'elle chante les mérites des patriotes européens. Donc ceux d'entre vous, les électeurs qui pensent que si Mme Le Pen ou M. Bardella arrivaient au pouvoir, eh bien il y aurait un arrêt de l'immigration, alors a fortiori ceux qui pensent qu'il y aurait une remigration avec Zemmour ou avec Mme Knafo qui veulent eux aussi rester dans l'Union européenne, on n'arrive déjà même pas à faire respecter des OQTF, eh bien en fait il faut savoir que vous serez trompés, comme l'ont été les électeurs de Mme Meloni. En réalité, au bout du compte de tout cet examen, c'est que aujourd'hui même, 9 juin 2025, Mme Le Pen et M. Bardella fêtent les patriotes européens. Ils fêtent en fait leur soumission complète à la construction européenne, alignée derrière l'OTAN, derrière le narratif anti-russe et derrière le narratif qui consiste à dire finalement, eh bien il faut, c'est normal, d'augmenter le nombre de migrants légaux. La seule chose qui compte, c'est de taper sur les immigrants illégaux. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, c'est à vous, en votre âme et conscience, de réfléchir à pour qui vous allez voter aux prochaines élections. Vive l'Union.